tribunal de l'actualité. Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. La simple conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Lukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugé. Tree TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette troisième convocation de la semaine de votre émission, les tribunaux de l'actualité. Ce rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. C'est tout un plaisir de vous retrouver pour cette autre convocation. Quand il arrive dans un endroit, le caméléon prend la couleur du lieu. Ce n'est pas du tout de l'hypocrisie, c'est d'abord la tolérance, puis le savoir-vivre. Se heurter les uns et les autres n'arrange rien. Jamais on n'a rien construit dans la bagarre détruit, donc la mutuelle compréhension est un grand devoir. Il faudra toujours chercher à comprendre notre prochain. Si nous existons, il faut donc admettre que lui aussi, il existe. C'est un propos de Amadou Ampateba, extrait de son œuvre Sur les traces d'Amkoulel, l'enfant Peul. À méditer en cette journée du 19 juin 2019, bienvenue au tribunal de l'actualité. Je suis Lukman Sanfo, président de ce tribunal, deux juges au siège, Bernard Boukma, Geoffroy Vaha. Bonjour. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Boukma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité pour donner votre regard sur les faits majeurs de l'actualité en tant que juge au siège. Mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à ce programme qui, on le rappelle pour ceux qui nous découvrent que maintenant, que c'est du lundi au vendredi à partir de 8h pour les directs. Une version rediffusée vous est proposée les mêmes jours à partir de 22h sur Watt FM, sur True TV, sur Radio LPC Beau de l'Assaut et Tenkodgo, aussi à travers notre podcast info wakat.net. Merci de votre fidélité à ce programme. Alors ce matin, on vous fait remarquer que depuis quelques jours, nous faisons le constat d'une initiative dite citoyenne qui appelle les Burkinabés à la préservation de l'unité nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble contre toute forme d'incitation à la haine, à la division et à l'opposition au sein des composantes de la nation. Dénommé Appel de Manéga, l'action a été officiellement lancée ce samedi 15 juin 2019 au musée de Maître Passéré Titenga, à une cinquantaine de kilomètres de Ouagadougou, dans la région du plateau central. Quelle est la pertinence d'un tel appel et ses chances opérationnelles? On en parle avec le porte-parole du comité de pilotage de l'appel de Manéga, en la personne de Lukman Sawadgo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lukman, au mot parfait. Merci de répondre à notre convocation pour nous expliquer justement cet appel de Manéga. Mesdames, Messieurs, les avant-propos, juste après ceci. Les juges au siège ont le loisir de formuler des propos libres à cette émission à travers cette première partie. C'est Bernard Boukma qui prend la parole. Merci président. Mon avant-propos va concerner la suite de ce que Geoffroy avait donné. Il s'agit du cas Mohamed Morsi en Égypte, effectivement qui s'est effondré et puis bon, transporté à l'hôpital, il en est décédé.
Vous savez que même les rites funéraires, le caveau familial lui a été refusé. Donc les rites funéraires ont été faits au niveau de la prison, donc où il était. Il faut également dire qu'il était détenu dans des conditions très difficiles depuis sa chute, parce qu'en 2018, il y avait une ONG, une commission indépendante au niveau de la Grande-Bretagne, qui avait condamné que Morsi était maintenu en isolement 23 heures par jour. Donc vous êtes détenu et vous êtes isolé 23 heures par jour. Donc ce sont des conditions cruelles et inhumaines, comme l'avait dénoncé la commission. C'est dire qu'au-delà de ce qu'on peut reprocher au magistère du leader, d'un des leaders effectivement des frères musulmans, pendant sa présidence en Égypte, il y a quand même que sa fin a été triste. Là, il faut le reconnaître. Pourquoi est-ce qu'une telle inimité, ou bien je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est arrivé dans ces conditions-là? Je ne crois pas que Hosni Moubarak ait été détenu dans les mêmes conditions. Alors qu'on sait également dans quelles conditions lui il est parti aussi, c'était par la rue. D'ailleurs, lui, il a été réhabilité par Al-Sisi et compagnie. Alors, là, effectivement, c'était des conditions de détention très, très, très difficiles. Il est parti dans des conditions encore troubles. Et d'ailleurs, l'ONU demande une enquête sur sa mort. Et donc, là aussi, l'Égypte est pointée du doigt par rapport à cette répression qui s'est abattue sur les frères musulmans, mais aussi par rapport aux conditions de détention de Mohamed Morsi. Comme quoi, ailleurs, les uns et les autres, sur le plan politique, ils ne font pas de cadeaux. Même quand vous êtes en détention, les conditions sont encore plus difficiles aussi, quoi. Alors que, bon, pour un ancien chef d'État, il y avait quand même un minimum de choses, mais non. C'était dans le code, j'ai dit, mais vous êtes isolé 23 heures par jour, et on était en 2018, donc c'est pas loin. Donc depuis sa chute, c'était difficile d'accessibilité. Donc c'est dans ces conditions-là qu'il est mort. Ça fait interroger, mais aussi il y a des questions de fond maintenant qui se posent. Pourquoi est-ce que c'est au tribunal qui s'est effondré? Je pense que l'enquête demandée par l'ONU pourra permettre de situer davantage les responsabilités. Si responsabilité pourrait en être, parce que déjà au niveau de la télévision nationale, les autorités affirment que l'autopsie n'a rien révélé, donc c'est comme si c'était un arrêt cardiaque. Mais bon, les commentaires continuent et les supputations vont bon train. D'accord, merci à vous pour ce regard. On passe la parole à Geoffroy Var. Merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner les États-Unis et plus précisément son président, Donald Trump, qui hier seulement a confirmé qu'il veut bien rebeloter, il veut rester donc à la tête de ce pays-là. Il est une réalité, c'est que c'est quelqu'un d'assez atypique dans sa façon de faire la politique. Et c'est-à-dire que Donald Trump, soit vous l'aimez, soit vous le détestez. Maintenant, difficilement vous restez indifférent. Mais en politique aussi aujourd'hui, c'est bien cela. Vous êtes, comme on dit, pas chaud, pas froid, on vous vomit. Et c'est ça la réalité. Et puis il est arrivé aussi dans un contexte où il y avait cette classe-là de politiciens auxquels les Américains étaient habitués, qui traînaient plein de casseroles et puis qui étaient restés aussi aux affaires pendant longtemps. Et vous voyez ceux contre qui il a eu à combattre, c'était des vieux loups, c'était aussi des personnes qui avaient vraiment fait leur chemin et qui pour beaucoup d'Américains n'avaient pas de nouveautés à apporter. Mais et à la réalité aujourd'hui, vous aimez Trump ou vous le détestez, il est une réalité, c'est qu'il a dit qu'il fera. C'est bon ou c'est pas bon comme décision, il s'est quand même engagé à les mettre en œuvre. Quand vous prenez ces mesures surréalistes concernant le Mexique, vous demandez mais d'où ça sort, mais le monsieur il est comme sur comme dit ça, comme sur sa lignée depuis le départ. Et dans son discours qu'il a fait hier, il a rappelé quelles sont encore ses priorités. C'est encore des États-Unis dans une grandeur renforcée, c'est sur la question de l'immigration, des mesures encore plus strictes, même s'il parle d'encadrement, mais c'est comme ça qu'il faut entendre les choses. Sur la question de l'arme, on connaît sa position, il dit vu l'insécurité, il est bon que chaque Américain ait son arme sur lui, et ça c'est quelque chose qu'il défend, et ça a une oreille attentive pour bon nombre d'Américains. On surmédiatise peut-être le rejet que certains ont pour lui, mais à la réalité il y a beaucoup d'Américains qui le portent
dans leur cœur et qui voient en lui une autre façon de faire les choses, de dire des choses, de prendre des décisions, bonnes ou mauvaises, mais au moins c'est des promesses sur lesquelles il s'est engagé et sur lesquelles il est resté. Et c'est ce qu'on peut retenir. Maintenant, attend de voir ce que ce jeu-là va donner, parce que on n'y est pas encore. On verra quels seront ces challengers, comment est-ce que ces personnes vont tenir dans le temps, mais c'est une course qui vient de commencer. D'accord. Nous allons suivre de très près aussi cette situation. Merci de nous l'avoir évoqué sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, à présent, on va porter un jugement sur ce fameux appel dit de Manega. Vous savez, avec cette croisade enclenchée depuis quelques jours déjà, l'action a été officiellement présentée ce samedi 15 juin au musée de Maître Passéré Titenga, à une 50aine de kilomètres de Ouagadougou, à Manega, dans la région du plateau central. Quelle est la pertinence d'un tel appel, ses chances opérationnelles? On en parle avec Lukman Sawadgo, qui est le porte-parole du comité de pilotage de cet appel. Encore une fois, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes journaliste à la base, vous savez que nous sommes habitués à ce qu'on appelle appel sous nos cieux, ressemble à des discours politiques, et même plus près de nous, en Côte d'Ivoire, l'appel le plus connu à ce jour, c'est l'appel de Dakro, avec les conséquences que nous connaissons. Aujourd'hui, dans notre pays, on parle de l'appel de Manega. C'est quoi exactement et qui sont ces initiateurs? Merci. Je pense que pour ne pas faire de confusion avec peut-être l'appel de Daoukro, il faut dire qu'il faut regarder d'abord les acteurs qui sont autour de cet appel, les initiateurs, le monde que ça concerne, avant maintenant de regarder le contenu même du message. Je crois que les contenus sont différents. Ici, l'appel de Manega ne dit pas que Rochma Christian Kaboré ne doit pas être candidat en 2020 ou qu'il doit être candidat jusqu'en 2030. Donc, ce n'est pas vraiment des questions politiques, c'est des questions du vécu, et c'est des questions concernant notre contexte d'aujourd'hui. Et le contexte d'aujourd'hui, il est connu de tout le monde. C'est quoi? C'est la crise sécuritaire. Mais crise sécuritaire qui aujourd'hui donne lieu à des phénomènes qu'on a vus, qui sont des phénomènes effroyables. Par exemple, quand on voit des attaques ciblées sur des symboles religieux ou des religieux eux-mêmes, on rappelle au passage d'Ablo, dans le Sahel aussi, à Douri, il y a eu des assassinats dans des mosquées, d'imams égorgés, etc. Et quand vous voyez aussi que cette crise sécuritaire-là débouche sur des phénomènes comme par exemple des oppositions, des conflits, des massacres interethniques ou ethniques, je pense que déjà c'est un contexte qui amène à se poser des questions. La question c'est de dire notre nation est située aujourd'hui à quel niveau de dangerosité, c'est ça la question. Et nous sommes partis donc sur cette problématique-là de la crise sécuritaire et les phénomènes qui sont développés autour, et nous sommes poser trois postulats. Le premier postulat, c'est de dire est-ce que nous avons un destin commun ou non. Dans cette situation, oui, le destin commun, il apparaît, il se met en relief le mieux parce que on sent que on est tous concernés par la même chose, on a tous le même sentiment quand on regarde ce qui se passe autour de nous, parce qu'on est même concernés également. Donc, on s'est dit, donc nous sommes comme cet avion, on a pris trois symboles, trois images, comme cet avion en plein air. Et vous savez bien qu'un avion en plein air, il n'y a vraiment pas de différence quand il s'agit, par exemple, de quelque chose qui arrive de mal à l'avion ou quand on est dans une situation de turbulence. Je pense que tout est mêlé, hein, il n'y a pas de classe possible dans l'avion à partir de ce moment-là. Donc on est parti sur cette image d'abord. Deuxième image, on s'est dit également que est-ce que chacun de nous a une responsabilité individuelle ou collective par rapport à sa nation? Donc c'est un postulat. Je pense que tout un chacun aujourd'hui, quel que soit ce qu'il fait, hein, a une responsabilité collective qui lui vient, et il y a aussi une responsabilité individuelle qui lui permet donc de comprendre ça. Alors, et l'image qu'on prend, c'est par exemple, c'est tout de contrôle. Quand les avions sont en l'air, les avions ne naviguent pas à la volonté du pilote ou du commandant de bord. C'est parce qu'il y a des tours de contrôle qui les guident dans les trajectoires, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de problème majeur, ou qu'il n'y ait pas d'accident même d'avion en l'air. Donc c'est tout de contrôle. Nous tous qui sommes là sommes des tours de contrôle. Nous devrons donc être à même de regarder la nation dans sa trajectoire. Est-ce qu'elle emprunte aujourd'hui une trajectoire qui est satisfaisante, qui est positive, ou est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur, il y a des raisons d'avoir des inquiétudes, d'être préoccupé? Oui, aujourd'hui, oui, par rapport au contexte, on est préoccupé. Donc ça déjà, cette interpellation sur
sûr, la responsabilité collective a été un élément qui nous a aussi amené à ça. Mais dernier point, nous sommes dit aussi qu'il y a quelque part une cause. Quand on prend une nation, il y a forcément une cause qui peut être supérieure, qui peut regrouper tout le monde, qui fait qu'on peut taire un certain nombre de différences, un certain nombre de particularités ou de particularismes. On peut taire même les stéréotypes, les préjugés pour se lever et comprendre que nous faisons commun face à la situation, face à cette cause-là pour laquelle il faut militer. Donc, on a pris un exemple qui est concret, c'est celui du leadership affirmé par Mandela. Quand il a fait ses 27 ans de prison et qu'il est sorti, il a fait une garde autour de lui, une garde sa sécurité était faite de noirs et de blancs, contre la volonté des extrémistes de l'ANC qui ne voulaient pas du tout, qui estimaient que le bourreau ne pouvait plus être avec eux. Et Mandela a dit non, il faut construire une nation arc-en-ciel et je dois donner l'exemple parce que je suis le leader de cette nation. Je crois qu'aujourd'hui c'est à ça que nous sommes arrivés. Nous avons beaucoup vu ce qui se passe dans ce pays. Nous voyons comment les gens s'expriment et nous pensons également que nous avons besoin de construire une nation arc-en-ciel qui passe donc par l'élévation au-dessus donc de nos différences qui sont positives, mais de nos différents ou de nos différents également qui nous opposent, et des stéréotypes, des considérations qui sont particulières, mais qui ne valent pas du tout ce qui est la cause commune, qui est peut-être l'unité nationale aujourd'hui qui est en jeu. C'est aussi la question de la cohésion sociale, la question de la paix. Ça, c'est des éléments qui sont aujourd'hui, qui sont des valeurs, ce sont des fondamentaux aujourd'hui de notre vie, qui sont menacés et sérieusement menacés pour qu'on s'asseye et qu'on regarde, qu'on se mette, on reste dans notre retranchement, voilà, par rapport à nos considérations. Donc voilà un peu ce qui a motivé l'appel de Maniga, et on s'est dit autant faire, c'est vrai, il y a souvent des moments de réflexion, mais on s'est dit autant faire parce qu'on est toujours utile à quelque chose, et c'est comme ça qu'on a lancé l'appel. On s'est dit un appel peut être déjà bien en termes d'action, parce qu'il est important à la fois de rappeler aux uns aux autres leur rôle, mais il est aussi important aussi aujourd'hui d'amener les gens vers une vision, vers un discours qui est dominant, qui est le discours de l'arc-en-ciel, qui est la vision que nous sommes en danger, nous sommes menacés, mais qui est aussi que nous sommes vous aurez le temps de justifier cet appel. Tout à fait. Mais l'autre volet de ma question, c'était les initiateurs. On a pu voir vous-même en tant que porte-parole de ce comité de pilotage, on peut voir dans les images Siaka Koulibaly et comment il s'appelle, Évariste Consembo. En quoi il est différent de votre organisation de la société civile qui est l'ODDH? Oui, il y en a d'autres qui ne sont pas dedans. Il y en a d'autres qui sont pas dedans. Vous avez Leila Tal, par exemple, qui est artiste comédienne, qui est dans le film. Vous avez Dr Zouré Daouda, qui est par exemple économiste, qui est consultant, qui n'est pas dedans. Donc il y a un ensemble de personnes qui sont dedans. La question revient, mais vous savez aussi que peut-être notre proximité avec le contexte, avec la situation, avec les acteurs, fait de nous déjà un peu plus à l'aise sur certaines questions. Je crois que ça aussi c'est un élément. Maintenant, quant au scénario, au cadrage de cette initiative, ce n'est pas une association, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une structure. En réalité, c'est comment vous voulez, c'est comme dans les quartiers, on se retrouve, on fait un comité de Maracana, on organise le Maracana et puis c'est fini. Ou qu'on se retrouve pour faire œuvre de salubrité dans le quartier. Donc c'est une initiative qu'on a mise ensemble, mais ça, vraiment, alors ça n'a rien de structurel. Oui, mais c'est quand même une organisation et ceux qui sont devant, ça compte beaucoup. Oui, mais c'est aussi important parce que devant chaque action, il faut avoir des gens qui ont pensé à le faire. Voilà, donc je crois que c'est ça aussi qui fait la coïncidence qu'on soit là à le défendre. Mais c'est pas ça qui est important, c'est pas nos personnes qui sont importantes ici. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait, quel est le contenu qu'on met et quel est l'intérêt pour l'ensemble de la société. Donc si vous regardez ceux qui sont par exemple signataires de cet appel, vous comprendrez un peu l'orientation de la chose. C'est une diversité de compétences et de personnalités. Geoffroy va prendre la parole. Oui, moi j'aurais deux questions. Généralité, on y est, c'est ça. Oui. Et je pense que à la cérémonie, il y a eu un petit problème, ça a été écourté. Il y a eu Titinga qui a eu un malaise. J'espère que ça va mieux. Oui, alors pour ce qui concerne le malaise de Maître Passéré, effectivement, quand on a déroulé le programme, on était derrière, parce qu'on l'a pris comme hôte donc de l'appel, parce que ça se faisait à Maniga. Lui-même il est signataire, il n'est pas initiateur. Donc il était l'hôte, donc on avait demandé qu'il dise un mot pour saluer ceux qui étaient là, les invités et tout. Sinon, en ce moment, on avait déjà lancé l'appel, on avait fait découvrir les invités, les signataires et tout. Alors c'est au niveau de son mot, vous le connaissez,
il est très large. Et donc, il est rentré dans l'histoire. Pratiquement 25 minutes. On était 12 heures avec la canicule. Et vous savez, l'habit des chefs est très lourd. Alors donc, c'est en ce moment-là que le malaise est arrivé sous le coup de la chaleur. Donc, on avait parmi les signataires un médecin, donc il a rapidement pris en charge. On a été retiré dans une salle attenant donc au musée, là-bas avec la climatisation, avec les remontants qu'on lui a donnés. Il a repris l'esprit. Et mieux, à 14h, il allait introniser un chef peul. C'était une cérémonie qui devait avoir lieu. À 14h, il allait introniser un chef peul et il est rentré dans la même soirée à Ouagadougou. Et je peux vous montrer le SMS même qu'il m'a envoyé dans la soirée. Quand il est arrivé. Voilà, donc il se porte mieux et je pense même que ces jours aussi il doit faire la dédicace d'un livre, je ne sais pas si je dois le dire, mais d'un livre d'une personnalité très importante du Burkina qu'il doit dédicacer. Là-dessus, je voulais dire, est-ce que symboliquement, ce ne sont pas les ancêtres qui refusent d'y adhérer? Symboliquement. Si c'était les ancêtres, ils seraient peut-être morts. Ils seraient peut-être morts. C'est du bois. Hein, on l'a touché. Voilà, donc je pense que non, c'est pas les ancêtres, c'est la vieillesse. Et c'est l'état, parce qu'avec avec l'âge, avec le soleil, avec la température, et même nous qui sommes là, qui avons peut-être le tiers de son âge, hein, je le dis comme ça, c'est pas évident à 40-42 degrés de s'asseoir et de faire un long discours. Voilà. Poursuivez, Geoffroy. Ma deuxième question, puisqu'on est toujours dans les généralités, relativement à ce qu'on a comme problème, parce qu'il y a le vivre ensemble, il y a beaucoup de choses, Pourquoi un appel? Pourquoi avoir choisi cette voie-là de façon plus précise? Merci. Alors nous, on s'est dit que nous ne sommes pas des acteurs, c'est pas nous qui faisons la politique, c'est pas nous qui faisons les actions qui sont les actions pour la société. Il y a le gouvernement, il y a l'opposition, il y a les organisations de la société civile, il y a même les partenaires. Alors nous, on s'est dit qu'il y a un problème qui est là. Et dans le constat, il y a comme si on n'est pas tellement préoccupé, parce que vous vous souvenez que quand on parle de dialogue politique aujourd'hui, on parle de 2020. On parle seulement de 2020. On a l'impression qu'au Burkina, ceux qui sont à même ou qui ont la charge, la responsabilité, ne posent pas la question comme il le faut. C'est comme si au Burkina, il n'y a pas vraiment péril dans la demeure, alors qu'il y a péril dans la demeure. Il n'y a pas vraiment danger en l'air, alors qu'il y a danger en l'air. Donc on s'est dit, il faut faire un appel. Et l'appel, c'est ça. En fait, c'est pour interpeller les gens, dire attention, il y a danger. Et donc pour ça, il faut aussi associer des voix qui comptent. Il faut associer des voix qui sont des voix d'autorité. Et c'est pourquoi on a fait l'appel et on a fait signer des personnalités qui, quand elles participent quelque part ou élèvent la voix, on fait attention. Donc voilà un peu l'idée de l'appel. C'est pas une action en tant que telle, une action qui peut apporter un résultat de terrain, mais c'est une action qui doit amener changement dans la façon de voir, dans la vision des choses et dans la considération des choses. Benabouma. Ok, effectivement, journalité, vous étiez dans une organisation avec Siaka Koulibaly, Marc Monogo, le regretté Alexandre Pagomziri, vous êtes retiré. Alors, il y a une nouvelle organisation qui naît avec certains de ces acteurs. Qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci encore ça va marcher? Pourquoi? C'est deux questions. Et pourquoi vous êtes retiré? Bon, ça c'est une vieille histoire, hein. Je crois qu'il s'agit de l'UNAS. Oui, tout à fait. De l'UNAS, l'unité d'action de la société civile. Je ne me suis pas retiré en réalité, c'est-à-dire qu'en interne, il y a eu un moment où j'ai simplement fait un courrier pour simplement rappeler les uns les autres à leurs responsabilités et puis à un peu de discipline dans ce qu'on faisait. Maintenant, ça a fuité. On ne sait pas comment, et ça a fuité et c'est devenu... Voilà, c'est pourquoi vous n'avez pas vu de réaction. Mais après ça, on a eu des rencontres, on a eu des réunions. Donc je ne me suis pas retiré à ce moment-là. Mais c'était dit que je l'ai fait parce que dès le départ, il y a eu des choses que je n'ai pas estimées bien pour la suite. Donc j'ai dû faire ça pour appeler les uns et les autres à un peu plus de sérieux dans ce qu'on faisait. Et je crois que les choses sont dans l'ordre. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. L'UNAS, c'est une structure qui existe toujours. Mais l'appel de Maniga, est-ce que ce sont des structures morales et physiques?
Non, l'appel... c'est physique seulement. Nous qui avions pris l'initiative, nous nous sommes déterminés individuellement. Voilà. Ensuite, ceux qui sont signataires le sont intuitus personnels. C'est-à-dire que ce n'est pas la structure. C'est pourquoi vous allez voir par exemple des députés élus sur la bannière de tel ou tel parti qui sont signataires mais qui n'ont pas eu besoin de l'aval de leur parti pour le faire. Donc c'est vraiment intuitif personnel parce qu'on a voulu éviter on a voulu éviter trop de complexité. On a voulu que ce soit les gens qui s'engagent et aussi parce que on prend les gens, on considère les gens en fonction de leur capacité à impacter, à influencer la société. C'est pourquoi quand vous prenez Monseigneur, c'est vrai qu'il a la retraite, Monseigneur Anselme Titiama Sanon, par exemple, quand vous le prenez, vous savez que s'il met sa signature dans un discours, dans un appel, il y a forcément un poids qui s'ajoute. Si vous prenez par exemple Ameti Myria, par exemple, qui est artiste renommée, connue, etc., quand elle signe, vous savez que vous allez impacter également la société. Donc en fait, c'est vraiment éclectique. Mais on a tenu compte de cet aspect, mais c'est intuitif personnel, ça n'engage aucune structure, ni du côté des initiateurs, ni du côté des signataires. D'accord. Alors, vous avez fini pour les finalités. La question introductive au débat, c'était celle posée par Geoffroy. C'est en fait la pertinence de l'appel, parce que d'aucuns estiment que c'est souvent des modes élitistes d'approche de ces questions sociales-là. Et d'aucuns estiment d'ailleurs que vous êtes en train de faire un travail de structures comme le médiateur du FASO. Aujourd'hui même, on a un ministère qui s'occupe des questions en charge de la cohésion sociale. Est-ce que ça convient, le mode, voilà, le mécanisme convient à notre société aujourd'hui? Bien, c'est dire que ce n'est pas élitiste. Ce n'est pas élitiste parce que ces personnes qui signent sont des personnes qui sont liées à la société de façon vraiment informelle aussi. Si vous prenez Monseigneur, je crois que ceux qui reconnaissent à Monseigneur son autorité spirituelle et morale, c'est pas l'élite. C'est pas l'élite. Même le lambda, le commerçant, le boutiquier, etc. Oui, mais lui, par exemple, il n'a pas attendu votre appel pour prêcher la paix. Oui, mais maintenant, il s'est engagé aussi dans l'appel. C'est significatif. Quand vous prenez, j'ai cité le nom de Ameti Myria, mais je peux aussi citer le nom de Laïla Tal qui fait du cinéma. Ceux qui suivent le cinéma, c'est pas l'élite. Voilà, vous demanderez ceux qui connaissent Ameti dans la rue, on dira celle, on la connaît. Donc pour nous, c'est pas une question élitiste. Même le mécanisme, ou si vous voulez, le moyen qu'on utilise, l'appel, ce n'est pas élitiste, parce que c'est un discours. Et le discours, il existe physiquement, il existe par ceux qui le portent. Comprenez, les gens peuvent ne pas comprendre, parce que c'est de la littérature, mais les gens font attention à ceux qui leur parlent, à ceux qui sont en face, qui disent on est porteur d'un message. C'est ça qui est important dedans. Socialement, comment est-ce qu'on explique à nos populations un appel pour la paix, c'est quoi? Oui, mais là, je pense qu'on est dans un processus. Voilà, dans un processus. Là, on l'a lancé, on l'a mis en rail. On continuera donc d'expliquer et chacun des appelants va donc faire un travail autour de sa base, expliquer comment ça se fait, peut-être dans la langue, etc. Donc ça, c'est un travail aussi d'explication pour faire en fait de la dissémination. Mais ce que je veux dire qu'ici, à partir du profil des gens, on peut comprendre comment est-ce qu'on arrive à faire une pénétration du message. À partir du profil des gens. Parce que le profil des gens fait qu'on a affaire à un type, à plusieurs catégories de la société. C'est ça qui est important. Vous avez par exemple la plus jeune signataire qui a 16 ans, qui est en classe de première. Imaginez des élèves, des élèves qui voient leur camarade qui a signé un appel. Ce n'est pas tout de suite ce qu'ils vont voir. Mais ce qu'ils vont voir, c'est leur camarade qui a signé, qui a fait quelque chose. Donc ça les connecte au projet déjà. Et ça, c'est important. Donc on a tenu compte de cela. C'est le profit des gens qui va connecter les différentes catégories de la société à cette initiative. Et les gens se seront à comprendre quand ils sont connectés. Je pense que c'est ça maintenant qui va suivre dans la phase de l'explication de ce qu'on est en train de faire, etc. Mais ce n'est pas du tout élitiste. Deuxième chose, ce n'est pas concurrentiel. Bien au contraire, je crois que les actions citoyennes complètent les actions, j'allais dire institutionnelles, gouvernementales, etc. Donc je crois que là, c'est mieux, ça vaut. Si ces genres d'actions sont faites de façon citoyenne et qui impliquent large,
les Burkinabés. Je crois que ça aussi, ça doit pouvoir mieux aider même la mission institutionnelle, par exemple médiateur, vous avez cité tantôt, ou le ministère en charge de la cohésion sociale, mieux ça leur fait, ça leur profite, mieux ça aide à faire avancer leur politique. Mais s'ils ont une politique que les citoyens ne bougent pas, je ne suis pas sûr qu'il y aura un résultat favorable. Est-ce que ça a été fait de concert avec eux? Non, pas du tout. On n'a pas voulu mêler de politique à cette affaire. On n'a pas voulu du tout mêler le gouvernement. Mais le gouvernement sera concerné parce que le moment donc de mettre en application ce que nous disons, l'appel, etc., il y a une phase que nous, on ne peut pas. Donc on va forcément remettre. Et c'est la seconde phase. Il y aura une cérémonie de remise officielle donc de l'appel au gouvernement, aux partenaires, aux différents groupes sociaux, aux entités communautaires pour la mise en œuvre maintenant. Donc là, le gouvernement sera impliqué, mais pas au départ de l'initiative, parce qu'on ne souhaiterait pas que ce soit vu comme une affaire de gouvernement ou que ce soit vu comme un instrument politique. Mais c'est le gouvernement qui est en charge de la cohésion sociale. Vous ne pouvez pas exclure le gouvernement dès l'entame de votre projet. Oui, bien sûr, comme le gouvernement est en charge de l'éducation nationale, mais ce n'est pas le gouvernement qui inscrit les enfants des gens à l'école. Chacun inscrit son enfant dans l'école qu'il veut, parce qu'il est conscient qu'il a un devoir d'abord familial, et bien, il a un devoir aussi citoyen même d'inscrire son enfant à l'école. Donc le gouvernement fait le travail qui lui revient, mais les citoyens aussi ont le devoir de faire un travail qui accompagne certainement le gouvernement, complète le gouvernement. Ça c'est une évidence. Alors excusez-moi, vous dites que vous allez transmettre effectivement un document au niveau gouvernement et aux partenaires. Pour le gouvernement, on le connaît. Quels sont les autres partenaires qui sont intéressés, qui doivent bénéficier? Je dis les partenaires parce que dans l'appel, nous avons fait mention de l'Union européenne, l'Union africaine, des Nations unies. Parce que ce sont des partenaires stratégiques, des partenaires financiers, des partenaires pour le Burkina. Donc ces partenaires-là doivent savoir qu'est-ce que la société burkinabé, qu'est-ce que les citoyens à un moment donné pensent ou veulent. Donc je crois que ça aussi c'est important de leur faire savoir notre vision, nos préoccupations. Donc là ce sont des partenaires qui vont recevoir l'appel et on va leur demander également d'apporter leur contribution. Mais ce n'est pas à nous. S'ils doivent donc adhérer et apporter leur appui, ce sera au gouvernement et c'est nous qui en profiterons. Et après vous adressez à qui? Après les partenaires, oui. Le gouvernement et les communautés. Parce que je dois dire que ici, vous avez vu par exemple que le chef de canton de Bobo, qu'on appelle Bobo Mandarin, a un représentant qui a signé parce qu'on est allé le voir pour lui expliquer notre projet. Vous allez voir que le chef Bobo Dagasso, donc là également, il a un représentant qui a signé. On a été voir par exemple le Naba Kiba, Oibia. Alors on a vu Monseigneur. Il y a par exemple le Naba, par exemple de Saponé, par exemple, qui a signé, etc., etc. On a le Saman Naba, etc. Donc, mais il y a des processus, il y a des contacts qui sont faits pour voir en fait les chefs coutumiers, les chefs religieux, etc. Donc ces communautés vont recevoir le document parce que c'est des communautés aussi, c'est des communautés qui assurent aussi un leadership dans la gestion de la société. Donc on va leur adresser cet appel-là. Donc ça fait en plus du gouvernement et des partenaires, il y aura ça. Mais on va aussi faire un travail quand même de sensibilisation publique. D'information publique qui va servir, qui va arriver à tout le monde. En fait, je pose la question parce que jusqu'à présent, vous limitez à l'élite, alors qu'il y a des zones au Burkina où aujourd'hui c'est compliqué. Moi, j'étais curieux de savoir si vous irez sur une place publique à Arbinda pour prêcher, par exemple, cette parole de paix, ou à Yirgo pour prêcher cette parole de paix. Selon ceux que vous êtes ce sont des personnalités d'ailleurs qui certains sont signataires, ils savent déjà, certaines sont signataires, savent déjà ce qu'il y a dedans comme contenu. Bon, s'asseoir encore pour qu'on vienne encore de lui remettre ce document, bon, voilà. Alors que la portée c'est beaucoup plus les citoyens, comme vous l'avez dit, il y a un aspect élitiste, mais aussi il faut reconnaître que les citoyens aussi se reconnaissent dans ces élites-là. Ils sont plus proches parfois de ces élites et de les admirer. Là, il faut également reconnaître. Mais pour le moment, c'est aux élites que vous adressez. Effectivement, c'est tout à fait juste. Apparemment, les élites ne sont pas forcément les destinataires principaux. Tout à fait. Quand on parle des élites, ce sont les intermédiaires, ce sont les leaders de la société. Ils sont leaders parce qu'ils assurent une représentativité. Ce sont des légitimités, comme on dit. Donc derrière ces élites-là, derrière ces leaders, il y a du monde. Alors, pour prendre le cas de Arbinda ou de Douri, qui sont des zones suffisamment aujourd'hui à risque, nous avons par exemple dans les signatures, nous avons l'émir
Sa Majesté l'émir du Liptako qui est signataire. Nous avons Sa Majesté l'émir de Gorom qui est donc signataire. Donc déjà, ici c'est quoi? Tous les appelants se sont engagés à faire connaître le contenu et à porter le message de l'appel. Donc ce sera leur rôle. Alors, concernant Arbinda, c'est une question avant tout de sécurité. Ce n'est pas exclu d'y aller. Si on a la possibilité de le faire, on le fera et on aimerait le faire. Yirgou, c'est pareil. On aimerait également aller à Yirgou poser un acte. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, on n'est pas encore à cette phase, donc je ne peux pas m'avancer pour dire on va faire ça, ça, ça. Mais si ce message, cet appel doit nous amener quelque part, et tant que ça peut nous permettre de toucher des populations à quelque endroit que ce soit, on va y aller. Parce que c'est un engagement qu'on a pris. Oui, Président, si vous permettez. Oui, allez-y. Moi, dans le début de mes questions, je demandais pourquoi le choix d'un appel. Parce que à un moment donné, je pense que le problème, c'est de savoir quelle contribution pour que la mise en mal du vivre ensemble, les conflits qu'on voit aujourd'hui, puissent être résorbés d'une façon ou d'une autre. Et c'est cette contribution-là. Vous choisissez l'appel. Il y a plusieurs niveaux. Les signataires sont des gens d'ambassadeurs des valeurs que vous défendez à l'intérieur auprès, on va dire comme ça, des communautés dont ils sont, ou de ces personnalités dont elles sont issues. Et après, est-ce que c'est pas un lobbying pour un moyen de pression, je dirais un peu comme ça, sur ce qu'est la façon d'arriver à renforcer ce vivre ensemble, étant entendu que au finish, c'est ceux qui tiennent les rênes du pouvoir qui devront faire l'essentiel. C'est ce lobbying-là que vous êtes en train de faire aujourd'hui, parce que quoi qu'on dise, lorsqu'on parle de communautés qui s'affrontent et tout, vous êtes journaliste comme nous, on fait le débat très souvent sur nos plateaux, quand on adresse les questions, il y a la gouvernance, il y a plein de choses autour qui viennent. Et ça, c'est plus du domaine du signataire ou de ceux dont nous parlons. C'est-à-dire, quand je regarde dans le fond, c'est quoi? C'est un lobbying que vous êtes en train d'asseoir pour une pression sur qui? Ou bien l'appel dans le fond, c'est quoi? C'est quel outil? Merci, c'est à la fois les deux. C'est un outil de lobbying, si on peut considérer comme ça. Mais c'est un outil à la fois qui mêle aussi le plaidoyer, mais aussi c'est un outil qui oriente. Vous savez qu'on est dans une situation, et nous avons aussi cette analyse qu'il faut des discours dominants à des moments donnés. Quand on parle de l'arc-en-ciel ici, c'est que c'est appeler les gens à dominer les situations actuelles ou leur état actuel de considérer ou de se considérer pour voir, j'allais dire, la cause supérieure comme on dit. En fait ça, par exemple quand on parle de l'arc-en-ciel, c'est une interpellation des uns et des autres pour dire on a plus cher que ça. On doit pouvoir aller plus loin que ça, on doit s'élever plus que ça. Ça, c'est par exemple pourquoi on a pris 3 postulats. Si vous avez l'avion en danger, ça c'est le danger, c'est le pays. Si vous avez la tour de contrôle, c'est votre rôle de citoyen. Mais quand on a l'arc-en-ciel, ça c'est tout le monde. Si moi aujourd'hui, j'arrive à m'élever au-dessus de mes antagonismes ou de mes considérations, de mes stéréotypes que j'avais par exemple vis-à-vis de Bougouma, j'aurais fait acte utile. Donc ici, on s'est dit également que, vous savez, dans ce que dans notre pays aujourd'hui, le Burkina, je peux dire cette dernière décennie, on a une situation où c'est le mensonge qui est le discours dominant. Et quand le mensonge est dominant, il n'y a que la violence pour pousser le mensonge et pour faire marcher le mensonge. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette situation. Donc il faut arriver à ce que les gens soient des gens véridiques, soient des gens qui disent la vérité. Et ça, si on revient à la vérité va détruire la violence. Et on aura la paix. Donc la paix c'est une condition, il y a des conditions pour aller à la paix. Il faut que le discours qu'on tient soit un discours qui est un bon discours, qui est un discours vrai. Aujourd'hui, nous sommes dans le faux. Ça aussi, c'est tout. Donc, l'appel, ce n'est pas que de dire au gouvernement, faites ça. C'est aussi de dire aux citoyens eux-mêmes que nous sommes appelés à nous élever. Ce n'est pas le gouvernement qui va faire la paix, même si le gouvernement, en conseil des ministres, décrète la paix, il n'aura pas la paix. Donc, c'est une façon d'appeler tout le monde. Ils ont le rôle de mettre le catalyseur, c'est surtout ça. Oui, on peut faire la paix sans le gouvernement.
On peut faire la paix sans le gouvernement. Est-ce que vous ne faites pas... Comme le gouvernement ne peut pas imposer la paix. Monsieur Saoudou, est-ce que vous ne faites pas un mauvais diagnostic, le postulat par lequel vous partez? Parce qu'on se dit, nous-mêmes on avait déjà posé la question à ce tribunal, est-ce que le Burkina Faso n'a pas plutôt un problème avec sa justice plutôt qu'avec son supposé vivre ensemble? Parce que quand on regarde dans les faits, vous prenez Arbinda, vous prenez Yirgou, si on parle d'un malaise social qui est là, c'est une question de justice qui ne vient pas, qui tarde à venir, on va dire. Parce que depuis janvier à aujourd'hui, aucune arrestation pour ce qui concerne Yirgou. Donc, est-ce que ce n'est pas ça le challenge? L'accent ne doit pas être mis sur une demande de la justice plutôt qu'un supposé vivre ensemble qui n'est pas. Mais c'est justement qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui précède la demande de justice? Il y a un fait, un crime qui est commis. Mais qu'est-ce qui amène à commettre à ce qui est crime? En fait, c'est ça, le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, je dois vous dire que c'est la manifestation du contrat social. Il y a un contrat social par lequel on s'est engagé à vivre ensemble, par lequel on s'est engagé à mettre entre nous des normes qui nous permettent de vivre en paix, stable et tout ça. Dès lors que le contrat social a un problème, il va se refléter dans le vivre ensemble. C'est pourquoi il y a l'incivisme au Burkina, par exemple. Donc c'est d'abord le contrat social. Quand il est en crise, le vivre ensemble sera déstabilisé et ça va produire ce qu'on a vu par exemple à Yirgou. 100 ans que la haute vota a été, d'ailleurs le centenaire c'était cette année. Alors 100 ans, on n'a pas eu, malgré tout, on n'a pas eu ce genre de conflit où vraiment ce n'est pas autour quand même des moyens de production comme la terre ou l'élevage, etc. À part ça, où des gens s'affrontent de cette façon. De façon massive, où il y a des massacres comme ça, on ne l'a pas vu. C'est pour dire que quoi, il y a un problème qui précède. Donc le problème qui précède a produit ça. Je suis d'accord, dans la gestion de ce qui est arrivé, il doit y avoir donc l'application réelle de notre contrat social qui voudrait que quand on est face à telle situation, on le fait comme ça. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que justement, il y a un relâchement, notre contrat social est en crise. Donc vous trouvez aujourd'hui que la justice ne fonctionne pas. Qui fait la justice? C'est le gouvernement, ce sont les juges, c'est eux qui font la justice. Mais le contrat social, comme il est en panne, il est malade, aujourd'hui chacun n'a pas la responsabilité de faire quelque chose, où chacun peut faire ce qu'il veut. C'est ça aussi le fond du problème. Je disais tantôt ici que, je disais ici quelque chose que j'ai un peu oublié, mais c'est pour dire simplement que notre contrat social là, c'est lui d'abord la base. Une fois le contrat social il n'est plus fonctionnel, vous allez connaître ces genres de dysfonctionnement, ces genres de situations, et maintenant la justice qu'on veut, la justice aussi c'est ça, ça dépend du contrat social. C'est pourquoi je dis il y a une crise à ce niveau, mais sinon normalement après Yirgou, il devait avoir un traitement diligent. Ça, on n'a même pas besoin de demander, d'interpeller qui que ce soit pour le faire. Bon, moi, je reviens toujours sur mes préoccupations et les questions que je pose, parce que j'ai l'impression que dans le débat, on est, et dans l'approche de l'appel, on est beaucoup dans du virtuel, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, on sent moins le tangible. Si vous savez, si le vœu pieux, c'est que le vivre ensemble soit renforcé et tout ça, c'est tous les Burkinabés, même ceux qui ont massacré les autres, vous leur demandez, ils vont vous dire, ah oui, c'est important que maintenant, là, vraiment, on est fatigué de tous ces problèmes-là. Il faut que vraiment on s'entende, parce qu'à un moment donné, ici c'était la paix, tout le monde était content. Maintenant, mais ça, c'est ce que les gens disent. Mais advient un petit problème, on oublie la plaisanterie, la parenté à plaisanterie, on oublie beaucoup de choses. Et puis après, quand on s'assoit, on se demande, mais est-ce que c'est celui que je connaissais là, c'est celui qui est venu taper l'enfant là et qui l'a tué? Ça se passe en un rien de temps. Et je dis, l'appel c'est bien, mais je me demande, dans la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, comment est-ce que ça peut impacter? Je prends, parce que vous aimez aussi les métaphores et quelquefois des exemples qui sont un genre de paraboles, c'est l'exemple que je prends très souvent ici. Un chat qui inquiète des souris, les souris étant entendu que ça commence à devenir très grave, chaque fois il y a quelqu'un qui disparaît, et ils disent, bon écoutez, il faut qu'on trouve une solution. Et la solution qu'on trouve, c'est que, bon, comme nous ne prenons pas surprise, trouvons le moyen de lui mettre un grelot sur le cou. Alors on dit, mais ça c'est une bonne idée. Et les souris s'en vont dormir. Le problème, c'est qu'ils ont trouvé la solution, mais c'est comme on l'applique. Qui met le grelot au cou du chat?
C'est quand on aura trouvé ça qu'on aura maintenant la paix. Mais soit aller dormir. Le lendemain, le chat continue parce qu'ils n'ont pas solutionné le problème de qui met le grelot au cou du chat. Et comme ça, quand le chat s'approche, l'idée a été trouvée, pas appliquée. Je veux dire que il y a la question de c'est pour ça que je parle j'avais employé un terme, le virtuel. Il y a ça, c'est quand les choses prennent forme, lorsque on a des symboles, on a des choses qu'on voit, qu'on se dit, écoutez, donc c'est de ça qu'on nous parlait. Signer un appel, c'est quelque chose, on est dans une réalité où les gens ne comprennent que ce qu'ils voient, et puis des symboles. Quand on voit un dignitaire religieux rencontrer nos dignitaires religieux, et pour lesquels derrière c'est des confessions qui sont en antagonisme, ils disent mais voilà nous-mêmes nos dignitaires là, c'est ta porte, on l'a vu à la place de la nation, et puis l'autre est là à côté. Mais attendez, mais est-ce que c'est nous qui avons mal compris les choses? Ça c'est des symboles. Je veux dire, l'appel c'est bien, mais comment est-ce que ça va se formaliser? Si vous dites projet, on va remettre, ça c'est des documents. Moi je suis encore j'ai dit virtuel parce que là encore je ne sais pas comment ça impacte directement des gens qui attendent de voir. On est dans un monde de Saint Thomas où on touche et puis on regarde, on dit oui c'est vrai, c'est ça. L'appel oui, mais on est dans une réalité où on veut voir. On a une réalité où on veut voir des choses qui bougent. Comment est-ce que ça va prendre forme? Merci. Alors ça c'est vraiment les activités qu'on va mener concrètement sur le terrain pour traduire à notre niveau. Je dois dire qu'il y a deux niveaux ici, les appelants. Parce que dans les appelants, vous avez la plupart des candidats déclarés à la présidentielle qui sont signataires. Concrètement, il y a des discours qu'on peut faire passer par ces candidats. Mais en même temps, leur signature est un engagement à respecter un certain discours qu'on aurait souhaité ou qu'on préfère à un autre discours. Ça c'est du concret parce que c'est une sorte de, comment on dit ça, de faire. Donc déjà c'est un élément. Ils deviennent pour nous des médiateurs, des gens qui vont porter un message parce que c'est des leaders, ils vont appeler les populations à aller voter. Donc c'est déjà très important. Vous prenez les dignitaires religieux et les dignitaires coutumiers. Les coutumiers, chaque jour que Dieu fait, ils ont la population chez eux à la maison pour régler des problèmes de la société. Tout comme ils sont des canaux pour passer des messages auprès de leur communauté. Donc de façon concrète, ces gens engagés par leur signature traduiront donc à la population l'esprit ou en fait les discours qu'on voudrait faire passer. Donc ça déjà, l'appel en lui-même, pas sa configuration, comporte même le mécanisme par lequel il se met en pratique sur le terrain. On ne va pas réinventer la roue. C'est-à-dire qu'ici, comme je dis, il y a un discours officiel, un discours dominant qu'on voudrait pour le Burkina face à ce qu'on a aujourd'hui comme contexte, comme j'allais dire même pensée, intelligence, mentalité et tout. Et ce discours va être porté donc par ces gens. L'autre élément, ce sont les actions que nous on peut faire. On a des canaux à travers les médias. Tout comme on peut aussi aller à d'autres types d'activités où justement on verra cette jonction. S'il s'agit de dire vivre ensemble, qu'il s'agit dans le cas du vivre ensemble, c'est le vivre ensemble religieux ou interreligieux, on aura des activités allant dans ce sens qui mettent en exergue cela. Ça c'est un élément. Il y a aussi des aspects où c'est le vivre ensemble, mais dans d'autres domaines, ça peut être simplement dans la communauté comme ça, dans la société. L'incivisme, c'est un problème de vivre ensemble. Ça aussi, ça peut se traduire par des actions. Donc, il y a des activités que je ne peux pas citer ici, mais on comprend on va décrocher à un moment donné pour aller concrètement, soit utiliser les canaux des signataires, ou soit nous-mêmes aller sur le terrain implémenter. Ça, c'est évident. En fait, la question de Geoffroy, elle est pertinente. Moi, c'est l'aspect concret qui quitte vraiment le cadre théorique d'aller remettre un document ou de passer à la radio ou à la télé comme vous êtes en train de faire actuellement pour passer un message que l'archevêque de Bobo, l'archevêque émérite, donc Monseigneur Anselme, prenne maintenant son bâton de pèlerin. Comment est-ce qu'il va le faire? Pour dire il faut faire ci, il faut faire ça, qui n'a pas dit lors de ses sorties, qui n'a pas dit lors de ses homélies. C'est quelle prêche un imam signataire de votre... quelle autre prêche peut-il donner à la communauté ou à ceux qui ne vont pas vers lui? Concrètement sur l'aspect terrain, comment est-ce que ça... Je pense que c'est beaucoup plus là l'impact
beaucoup plus à ce niveau. Sinon, on va se limiter à reproduire les activités des autres organisations de la société civile et qui le font à longueur de journée à travers des séminaires, des ateliers, des rencontres, des visites à la chefferie coutumière et aux sociétés religieuses. Je pense qu'on se comprend bien. Tout à fait. Moi, je saisis très bien. Je crois que le répéter des types d'activités, ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, on dit que la répétition est pédagogique. Ce n'est pas mauvais. Pourvu que ça porte des résultats. Les imams qui font par exemple des sermons le vendredi, etc. Ces imams ont une communauté avec eux. Tout à fait. Donc si vous avez un message que vous voulez faire passer, vous le faites passer par l'imam. Il pourra donc toucher une population qui est sa population, qui sont ses fidèles. Ça, c'est du concret. C'est-à-dire que c'est un canal que vous ne pouvez pas passer autre si vous voulez faire passer un message pour toucher un plus grand monde. Direct, nous avons avec nous M. Saorgo qui est porteur d'un message et puis non, vous laissez le micro. En fait, je peux vous dire par exemple qu'il y a des types d'activités, que je ne voudrais pas par exemple me mettre à citer des activités. Ici, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on va aller dans plusieurs domaines de mise en œuvre. Le premier domaine de mise en œuvre, c'est que ceux qui sont signataires, chacun à son niveau. C'est justement pourquoi ils ont été identifiés. C'est parce qu'ils ont un impact, ils ont une représentativité, ils ont une influence. Donc ça, c'est déjà un élément qui a prévalu à ce qu'on les contacte. Il y a aussi le gouvernement, donc qui va aussi faire son travail de tous les jours. Alors, mais nous-mêmes, il y a des activités qu'on va faire. Ça, c'est évident. Ça ne va pas rester seulement un appel. Et pour être un appel, on peut faire des conférences, on peut faire plein de choses. L'idée ici, c'est quoi? Quand vous prenez l'appel même, la configuration, dans le contexte actuellement où nous sommes au Burkina, à part les mariages, les funérailles ou les baptêmes, dites-moi un seul lieu, un seul moment, une seule action où vous pouvez regrouper l'opposition, la majorité, les religieux, les coutumiers, les civils. Je peux prendre, si je me trompe sur les 15 dernières années, vous ne verrez pas une action comme ça du genre. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où chacun est dans son coin, où les gens sont complètement divisés. Et c'est ça aussi la réalité. Donc ça, c'est un pari de gagner, que de pouvoir mettre dans un même contexte des gens de diverses sensibilités et qui puissent avoir un même discours. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Et il fallait qu'on y arrive. Et nous sommes arrivés. Mais je ne vous dis pas, depuis qu'on a fait l'appel, aujourd'hui nous sommes au deuxième, j'allais dire à l'acte 2. Parce que les gens appellent et ce n'est pas n'importe qui. Excusez-moi du thème. C'est des personnalités qu'on va bientôt également montrer, qui manifestent l'intérêt de signer, de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc déjà ça c'est très important. C'est très important. Mais comment vous allez financer les activités? Je peux vous dire que ici, on est financé sur fonds propres pour organiser. Toute organisation au départ commence sur fonds propres. Sur fonds propres, à un moment donné, on organiser cette activité qu'on a eue, les démarches qu'on a eu à faire, l'activité de Maniga et autres. C'est vraiment nous-mêmes qui l'avons fait. Maintenant, si à la longue il y a des activités qui demandent forcément des activités, ça demande beaucoup de moyens. On a un souci de temps, on va faire un appel à contribution, c'est tout, parce qu'on ne voudrait pas non plus être à la solde d'hommes politiques ou du gouvernement. Ça, au moins, c'est évident. Moi, je suis très observateur des lois de la société. Est-ce que votre appel ne va pas être une sorte de négation de la justice conventionnelle que nous avons? Parce que quand on regarde, on se dit qu'à l'application, on risque de passer par perte et profit. C'est une question majeure au nom de cette cohésion sociale qu'on pointe à l'horizon. Est-ce que pour vous, ce n'est pas, je reviens encore pour dire, ce n'est pas la justice qui doit régler tous ces problèmes-là? Je ne crois pas que l'appel pose une alternative à la justice. Nullement. L'appel ne l'a pas dit nulle part. On sait que socialement, comment la société règle le conflit, on finit par mettre les deux camps en face et on demande pardon, on dit allons à la paix. Nulle part. Alors que le cas de Yirgou, par exemple, a besoin qu'une décision judiciaire soit prise. Le cas de Yirgou est une manifestation d'une situation qui est plutôt sociologique. Je prends le cas du contrat social. Vous savez, le contrat social au sens de Rousseau, c'est ce sur quoi on s'est accordé pour vivre dans une société civilisée. C'est différent donc de la jungle où c'est voilà le plus fort, la raison du plus fort. Ici, le contrat doit être sanctionné. Et ici, le contrat social repose sur les règles. Et quand on dit la règle, c'est la loi. Donc quand on parle du contrat social, maintenant qu'est-ce qui arrive?
C'est parce que justement, le contrat social est défaillant que vous arrivez à ce que quelqu'un entrave la règle ou quelqu'un viole la règle et qui n'est pas puni. Le cas de Yirgou, c'est ça justement. Pourquoi d'autres peuvent aller tuer et qui ne sont pas inquiétés? C'est la question qu'on doit se poser. On a un État, on a une justice, on a tout. Pourquoi c'est pas fait? Donc, le problème, il est derrière. Est-ce que notre contrat social, il tient toujours? Est-ce que moi, je me sens engagé dans un quelconque contrat social? C'est là aussi la question. Donc, le cas de Yirgou, pour moi, ça n'est même pas un débat à faire. C'est-à-dire qu'on doit, c'est un problème à régler. C'est-à-dire qu'on devait juger, tout le monde est d'accord, nous tous on est d'accord, que le cas de Yirgou, on n'avait pas besoin de 72 heures, mieux même de 48 heures pour donner l'exemple ailleurs. Mais ça n'a pas été fait. Maintenant, ça n'a pas été fait. Pas une question de dysfonctionnement. Le problème, il est où? Il y a un phénomène qui précède. C'est ce que je dis. Donc ici, ce que nous disons, il faut qu'on revienne à un contrat social. Il faut qu'on se remette d'accord sur le contrat social par lequel nous vivons ensemble. Et si on n'a pas le contrat social, mais on n'a pas de société, on ne vit pas en société civilisée. Chacun fait ce qu'il veut. Et c'est le désordre qu'on a aujourd'hui. Donc voilà toute la question ici. Sinon, pour le cas de Yirgou, non, ça c'est même pas à discuter. Voilà. D'accord. Merci à vous, Lukman Sawadro, d'être passé sur le plateau du tribunal de l'actualité pour nous expliquer la pertinence de cet appel de Manega. On attend de voir les jours à venir comment est-ce que l'appel sera entendu par les citoyens eux-mêmes qui sont concernés par la problématique sociale posée. Merci à tous pour nous avoir suivis. On vous retrouve demain jeudi pour la 4e convocation de la semaine. Que la paix nous fasse la guerre nous fasse la paix. Au revoir.